Merci Yannick. C'est à moi de retourner ce compliment et de dire combien je prends plaisir de revenir à Bordeaux, de revenir au colloque Rhinaclès. Et c'est tout particulièrement sensible pour moi d'être invité par le comité scientifique de Rhinaclès et par sa présidente, Annick Rivens-Montéon, que je remercie de nouveau. Et je suis absolument aussi bluffé par le comité d'organisation. On sent tout de suite quand un colloque va être réussi, et dès qu'on arrive ici, on sent l'énorme travail qui est fait par Joanne Pagès et son équipe, et c'est très plaisant en tout cas d'être actif dans cette ville de Bordeaux. Effectivement, moi aussi j'étais interloqué en arrivant, en voyant tous ces bonnets orange, je me suis appelé les bonnets rouges, les bonnets bleus, voici des didacticiens en colère. Non, ce sont des Allemands, je crois, qui viennent pour le match de foot de Francfort-Bordeaux ce soir, donc tout va bien. Il n'y aura pas de didacticiens en colère, ou en tout cas, pas encore. Alors, j'espère que moi je ne me mettrai pas en colère, parce que la conférence sera un petit peu polémique cet après-midi, mais je me suis dit, pour lancer un petit peu les débats, ça peut être intéressant. Polémique non, mais juste peut-être piquer un petit peu et puis poser certains nombre de questions. Voici le plan de mon intervention cet après-midi. Je vais déjà, dans un premier temps, m'intéresser à défendre plutôt une approche qui serait une approche sociocritique de la formation des enseignants. Puis je regarderai un petit peu plus les centres de langue comme un objet, et puis on verra finalement la question de la formation par rapport à ces centres de langue, comment est-ce qu'on va l'aborder, et puis enfin, parce qu'il faut toujours faire un certain nombre de propositions, et la didactique des langues, la recherche en didactique des langues est là pour faire des propositions, je proposerai modestement quelques pistes pour la formation continue au sein des centres de langue. Qu'entends-je exactement par une approche sociocritique de la formation des enseignants? Pourquoi prendre cet angle particulier de l'approche sociocritique? Alors je reprends à deux auteurs qu'on connaît, sociologues, anthropologues, Calon et Latour, qui nous disent que par rapport au problème de la recherche, on est obligé de les entendre, de les comprendre dans le jeu social dont ils sont partie prenante. Et c'est cette question de jeu social qui me paraît extrêmement importante. En gros, il s'agit d'inscrire la question de la formation dans une approche systémique. Alors cette approche systémique, c'est prendre en compte un maximum de paramètres en compte et regarder les politiques institutionnelles et puis les spécificités des environnements de travail. Et on verra tout à l'heure que d'un centre de langue à un autre, bien qu'on soit dans un pays qui est extrêmement centralisé, il y a des grosses différences de fonctionnement et donc des différences pédagogiques et donc des différences au niveau des besoins. Pour continuer sur cette notion d'approche sociocritique, je reprendrai un article tout à fait intéressant de Brigitte Amero et de Thibault, qui elles-mêmes aussi s'inscrivent dans cette approche sociocritique et nous disent qu'il est important d'examiner des croyances, des valeurs, des usages qui se développent autour d'un phénomène. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans ces phénomènes qu'on peut regarder? Par exemple, l'utilisation des technologies, Annick Rivens-Montéon et Marie-Christine Derich en ont parlé, le rapport à l'évaluation, l'enseignement des langues dans le secteur Lansade, hein, ceci sont des phénomènes qui tombent dans le champ de l'enseignement-apprentissage et qu'on peut regarder donc comme des objets, mais en faisant attention, encore une fois, de les comprendre dans ce réseau de valeurs et de croyances qui les modèlent. Ce qui nous amène, et ce sera ma première proposition de cet après-midi, à une schématisation. À quoi cela sert-il de schématiser, ou pour reprendre la proposition d'Annick Rivens de modéliser? Bien sûr, c'est ça, de comprendre le comportement de systèmes complexes. Je parlais d'approche systémique, donc encore une fois, de regarder le centre de langue comme un système qui est complexe. Et je vous invite à lire, et c'est pas par favoriserie que je le ferai, le travail d'Annick Rivens, le récent ouvrage qu'elle a publié cette année, où justement elle va, dans cet ouvrage,
réfléchir très minutieusement aux différentes composantes d'un centre de ressources en langue, et puis pour arriver petit à petit à différentes propositions de modélisation. Donc, beaucoup plus modestement que le fait Annick dans son ouvrage, moi j'ai proposé un autre type de schématisation, et en gros la question qui m'anime cet après-midi, c'est celle des spécificités des centres de langue et comment envisager, comment penser la formation des enseignants en prenant compte justement de ces spécificités. À quoi sert un tel schéma? Il permet déjà de complexifier le rapport des enseignants avec des pratiques pédagogiques qui sont adaptées à des centres de langue. D'accord que ce qui fait la spécificité d'un centre de langue va nous amener, conduire à dire que ce qui s'y passe ici, ça sera différent de ce qui s'y passera dans d'autres endroits de formation ou aux langues. Montrer également que ce rapport à la pédagogie est pris dans un réseau symbolique, de valeurs tout à l'heure, de croyances, un réseau social, un réseau idéologique et un réseau économique. On en verra un exemple tout à l'heure avec un petit tableau que je vous présenterai. Il s'agit donc de mettre en évidence également deux logiques, et c'est une approche qui me tient particulièrement à cœur si on s'intéresse aussi à l'analyse du discours, la logique d'imposition et la logique d'appropriation. J'expliciterai ces termes dans un instant. Voici donc le schéma que je propose, où au cœur j'ai mis ici la pédagogie, une pédagogie adoptée. J'aurais dû mettre d'ailleurs ce terme pluriel, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait plusieurs pédagogies qui soient adaptées, et donc vont ici être en tension deux logiques. Une première logique qui est plutôt une logique descendante, logique top-down, qui serait plutôt une logique d'imposition, tandis que viendrait plutôt du terrain, viendrait de la base, viendrait des humains, viendrait des enseignants, une logique d'appropriation. Donc voici la proposition que je vous fais, et on est en tension, c'est-à-dire que c'est forcément antinomique, mais c'est quelque chose qui est à regarder en tension. Et puis donc apparaissent les centres de langue, l'objet de ce colloque, ce qui fait le sel de Ramaclès, avec, comme je l'ai dit, des valeurs. Et on peut imaginer que les valeurs du centre de langue de Nancy, pour prendre un exemple fameux, donné par le Capel, ici la proposition qui avait été faite en son temps par Jennifer Wolski, que je n'ai pas encore aperçue ici au DPLB, à temps où ça s'appelait DPLB, ce qu'il y aura à Grenoble, dans d'autres endroits, ce sera différent. Il y a des valeurs, des objectifs et surtout des moyens déployés qui sont différents au niveau de la formation des enseignants, formation continue. Et puis, d'autre part, donc, il va y avoir des enseignants avec une identité professionnelle, attention, c'est pas quelque chose qui serait figé, mais c'est quelque chose qui se construit, se reconstruit, qui va être mouvant, des significations qu'on donne au métier, et puis des pratiques. Des pratiques qui vont forcément différer d'un centre de langue à un autre. Il va y avoir des discours ambiants. On a entendu, il y a une vingtaine d'années, des discours sur l'auto-formation. Des discours qui étaient là, qui étaient extrêmement prégnants, qui tenaient qui étaient les plus importants, et puis maintenant, il y a d'autres discours qui sont venus, et ces discours sont là, et ils modèlent aussi, je parlais d'idéologie tout à l'heure, ils vont modeler la façon qu'on a d'envisager une question, un problème. Et puis, il va y avoir les discours scientifiques, donc le discours de la recherche en didactique, qui peine parfois à se faire entendre d'ailleurs. Et là, il y a une question qu'on pourra aborder peut-être samedi lors de la table ronde sur comment faire connaître ces recherches, comment mieux les valoriser. Discours scientifiques qui sont souvent, parfois aussi en tension avec les discours anglais. Voilà, un petit peu pour planter le discours, planter un petit peu le problème justement qui nous occupe. Ce qui m'amène maintenant à aborder la question des spécificités des centres de langue. Comment m'y suis-je pris pour les aborder? Alors, Annick Rivens-Montpéan a rappelé tout à l'heure que j'ai travaillé une dizaine d'années, effectivement, 10 ans exactement, au centre de langue de Lyon 2, une expérience pour moi qui était extrêmement formatrice. J'y suis arrivé comme PRCE donc en 2001 et j'en suis parti lorsque j'ai obtenu un poste de professeur en sciences du langage à quelques centaines de mètres du bâtiment, mais je changeais de département, je quittais le département de
faculté des langues auquel le centre de langue était rattaché, et désormais rattaché, pardon, et pour arriver dans le département l'ESTA qui comporte donc les sciences du langage. Mais donc j'ai une connaissance un petit peu de praticien de centre de langue. Je l'ai regardé, j'ai vu surtout, et j'en parlerai tout à l'heure, un endroit qui a évolué. Je vois avec plaisir certains collègues qui ont travaillé au centre de langue de Lyon 2, donc ce sera intéressant d'avoir leur regard tout à l'heure pour compléter éventuellement cette conférence. Donc j'ai interrogé par le biais d'entretiens semi-directifs 5 directrices de centres de langue en France, je verrai tout à l'heure lesquelles, pour avoir un petit peu des chiffres, pour avoir leur impression et pour avoir aussi justement leur avis, leurs opinions, leurs croyances sur la formation dans ces centres de langue. Qu'en dire de ces lieux de formation? D'abord qu'on s'aperçoit vite en lisant et en comparant, et c'est pas la clé, c'est une caisse de résonance pour voir les différences qu'il va y avoir d'un lieu à un autre. On voit qu'il y a des appellations qui sont différentes. Centre de langue ici, centre de ressources en langue, parfois on n'a pas le mot centre, on a d'autres mots qui vont apparaître, des acronymes, des choses comme ça, et puis les phases de fonctionnement. Parfois on a des directeurs ou des directrices plus souvent, parfois d'autres responsables, des attachés de phase de langue. Tout ça n'est pas anodin, tout ça a un sens politique extrêmement important et ça va moduler encore une fois la politique des langues qui sera déployée. Annick parle de réalités disparates et c'est effectivement le cas quand on s'aperçoit, quand on étudie un petit peu ce problème. Et je vais vous donner ici l'exemple d'équipes enseignantes pour 6 lieux, par rapport à ces entretiens que j'ai faits. Si on regarde, je vous laisse découvrir ce tableau, on voit donc le centre de langue de Lyon 2, le centre international d'études françaises de Lyon, le service commun de Lyon 1, ça me paraissait important de ne pas mettre un centre de langue en tant que tel, mais quand même pour pouvoir comparer, la maison des langues de Grenoble 3, le QEF de Grenoble et le CRL de Lille. J'ai mis dans une première colonne les personnels de catégorie. Alors on voit que c'est des endroits où il y a beaucoup d'enseignants. Certains me disent, d'ailleurs, collègues du centre langue me disent maintenant c'est devenu une usine, l'expression est intéressante. Et on voit qu'il va y avoir d'assez grosses différences au niveau du nombre de PRAG, de PRCE, qui sont personnels titulaires, de maîtres de conférences. On voit par exemple qu'à la Maison des langues de Grenoble 3, il y en a 14, donc il y en aura 3 au CIEF de Lyon. Et j'ai mis, parce que ça me paraît intéressant, c'est le seul endroit où j'ai fait des pourcentages pour vous agonir de chiffres ici, qu'on voit que l'endroit où finalement il y a 63% dans le titulaire au QF de Grenoble, quand il va y en avoir, je crois que c'est le chiffre le plus bas, 16% au centre de langue de Lyon 2, ce qui dit quand même un certain nombre de choses. Vous avez à regarder une autre colonne, celle des vacataires, et qui me semble être une question politique à laquelle il faudra un jour peut-être se positionner en tant qu'association, c'est-à-dire de voir quelle est la politique de recrutement, quelle est la politique de fonctionnement au centre de langue, et on peut peut-être émettre une hypothèse qu'un des problèmes, si le problème il y a au niveau de la pédagogie, vient du trop grand nombre de vacataires qui travaillent au sein des centres de langue. Je tiens à préciser également, pour être complet, j'ai mis des petits astérisques pour le centre de ressources en langue de Lille 3. Je pense que Annick serait absolument curieuse si elle pensait qu'il y a une situation ou un microclimat particulier à Lille 3. Ce n'est pas le cas. En fait, ce dont on s'aperçoit, et tu le confirmeras peut-être tout à l'heure, c'est que les personnels apparaissent dans l'organigramme du centre de ressources en langue, mais en même temps sont plutôt dans d'autres départements et interviennent ponctuellement ou sont tuteurs, mais ne sont pas rattachés au centre de ressources en langue en tant que tel. Donc ces chiffres vous donnent une vision un petit peu biaisée pour le centre de ressources en langue. Et c'est important de le préciser. C'est important de le préciser, voilà. Sinon on pourrait vraiment croire qu'il y a quelque chose de différent. Je crois que la Maison des langues de Grenoble 3, il y a quelque chose... il y a une politique particulière, donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu Monica Masperi aujourd'hui pour avoir aussi son son de cloche. En tout cas, on voit que juste avec 6 centres, on voit qu'il y a des situations qui sont particulières. Moi, je suis assez surpris de voir que le service commun de Lyon 1, qui n'est pas le centre de langue, donc plutôt Lyon 1, c'est la faculté des sciences, arrive à avoir 28 PRCE Prague.
professeurs titulaires, alors qu'ils ont à peu près le même nombre d'étudiants qu'à Lyon 2 au niveau licence. Ça intrigue aussi quand même dans le niveau de formation. Que dire d'autre de ces lieux de formation? On voit qu'il y a des publics et des pédagogies qui sont diverses. Et on voit qu'il y a des objectifs qui sont également différents. Quand certains vont mettre plus l'accent sur le développement de l'autonomie, on pense bien sûr à Nancy, qui a toujours été leader dans ce domaine. D'autres vont plutôt mettre l'accent sur le développement des compétences langagières et des compétences de communication, quand d'autres vont plutôt jouer justement la carte de la spécialisation pour un secteur professionnel donné. Donc on parle en anglais des ingénieurs et ainsi de suite. Ce qui donne, alors par contre le schéma, le tableau ici récapitulatif que je vais vous proposer maintenant ne me convient pas complètement et je pense qu'il faudrait l'enrichir, et surtout dans la troisième colonne il y aurait des choses qui pourraient passer d'un lieu à l'autre. J'ai essayé de voir un petit peu ce qui faisait la particularité d'abord des centres de ressources en langue. On voit que c'est plutôt le cœur, enfin, le plus grand nombre des étudiants, c'est le secteur de la licence, c'est bien sûr l'ANSAD, et c'est parfois des parcours imposés. C'est-à-dire, quand je dis imposé, c'est qu'on est obligé de prendre une UV d'anglais, ou mieux d'anglais, que ça vous plaise ou pas, et de suivre. Il y a l'accompagnement pédagogique qui fonctionne en particulier avec le tutorat, et le dispositif technologique hybride. Marco Capellini présentera peut-être justement ce type de dispositif lors du colloque. Ce qu'on voit pour les centres de langue, parce que je pense qu'il y a une petite différence entre le centre de ressources en langue et les centres de langue, on retrouve les mêmes types de publics. Il y aura plutôt, en tout cas, c'est la pente maintenant qu'on voit à Lyon 2 en particulier, des cours en présentiel, un peu de travail autonome en complémentarité, c'est plutôt comme ça que c'est pensé, et puis des ateliers de conversation ici ou là, des choses comme ça, mais je reviendrai un petit peu justement sur l'exemple de Lyon 2 dans un moment. Et puis les centres internationaux d'études françaises, ou CIEF, QF, c'est-à-dire le français langue étrangère, où là c'est une autre clientèle, et j'emploie le mot clientèle à dessein, c'est-à-dire que c'est un public qui paye, qui a donc d'autres attentes aussi, c'est un parcours choisi la plupart du temps, et puis on va avoir beaucoup plus de cours qui seront offerts à la carte, c'est pas toujours le cas dans les centres de langue, moins sans cours, des dispositifs qui sont plutôt hybrides, et puis des animations, il y a beaucoup d'animations socio-culturelles qui permettront, ce qui est assez rare, ou étant le plus rare dans les centres de langue. On gardera du temps tout à l'heure à la fin de cette conférence pour discuter, pour avoir encore une fois peut-être affiné ce tableau. Ce sont des lieux de formation. Alors moi, ce qui me frappe, c'est de voir que ce sont des lieux de formation qui sont vraiment assujettis aux politiques d'établissement. Et je disais tout à l'heure que ce n'était pas anodin qu'on ait, par exemple, dans certains lieux, des responsables, et non pas des directeurs de centres de langue. On voit souvent qu'ils seront eux-mêmes sous la tutelle du chef de département de la faculté d'anglais, la plupart du temps, la faculté des langues, et donc ça joue, c'est-à-dire est-ce que c'est un public, est-ce que c'est un service commun, est-ce que c'est un service subalterne, c'est souvent des contraintes en tout cas qui sont imposées d'en haut, et on voit que la latitude des centres de langue peut être parfois assez mince. Je vais donner maintenant l'exemple du centre de langue dans lequel j'ai donc travaillé une dizaine d'années, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Peut-être parce que ce centre de langue est un lieu auquel je suis attaché, je reste attaché, où j'ai fait une partie de ma carrière et que j'ai vu énormément changer. Et la question, c'est est-ce que ça a changé dans le bon sens? Quand j'y suis arrivé en 2001, on avait à peu près 600 à 700 étudiants, je parle de l'anglais. On avait ce qu'on appelait le stage intensif et après du tutorat. Et puis il y avait un des plus gros travail, d'ailleurs on s'est inspiré des travaux de Françoise de Mézières qui est ici aujourd'hui, pour faire vraiment un parcours d'auto-formation. Donc on avait vraiment ce travail qui fonctionnait de cette façon. Et puis sont arrivés des bouleversements politiques, une autre façon d'envisager les langues, et on est arrivé maintenant à un centre de langue où la plupart des cours finalement sont donnés en présentiel, il n'y a plus de tutorat, très peu, et on est dans un autre type de pédagogie qui est finalement assez ce qu'on aurait on a perdu en tout cas le côté auto-formation. Et puis il va y avoir des petites innovations ici ou là, mais on a du mal maintenant à faire système justement avec ceci.
Juste en guise d'illustration, je me suis amusé il y a quelques semaines, c'était à 15 h, le 6 novembre 2013, mercredi, jour, le cœur de la semaine, c'était pas lundi matin, à aller dans cette magnifique salle d'ordinateur que nous avions construite donc en 2004-2005, et m'apercevoir, j'ai confirmé ceci avec la monitrice, que cette salle d'ordinateur magnifique, elle me dit en gros, on a à peu près 4 ou 5 étudiants, quand il y a une dizaine d'années, il fallait faire la queue et il fallait s'inscrire longtemps à l'avance. La pédagogie a changé. Est-ce pour le meilleur? Je n'en suis pas sûr. On voit également que dans la salle de bibliothèque, salle de ressources, pareil, vu qu'il n'y a plus d'auto-formation, vu que le contrat pédagogique a changé, ces salles se sont trouvées. Ça pose question. Je ne fais que poser la question, je n'ai pas de diagnostic particulier. Encore une fois, on pourra demander aux collègues, on pourra vous demander à vous tout à l'heure, lors du moment des questions, si c'est les mêmes mouvements que vous voyez. Une des explications qu'on peut voir aussi, c'est que les ressources qui n'existaient que au centre de langue, qui étaient accessibles au moment où Internet n'était pas encore devenu ce qui est devenu, maintenant que c'est vrai, comme ça c'est démocratisé finalement, peut-être qu'il n'y a plus besoin de venir au centre de langue et qu'on peut travailler de chez. Bien, arrivons maintenant aux tensions dont je parlais tout à l'heure, tensions qui sont relatives à la formation des enseignants. Faire un premier constat, qu'on connaît tous, qu'on partage, qu'on connaît, c'est les catégories d'enseignants qui sont, c'est des catégories qui sont diverses. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un nombre important de vacataires et de personnel de passage, ce qui fragilise, à mon sens, l'identité pédagogique d'un centre de langue. Un exemple, je reprends celui de Lyon 2 que je connais bien, où il n'est pas rare d'avoir des vacataires qui interviennent à Lyon 2, à Lyon 3, à Lyon 1, à l'INSA, à d'autres endroits, et qui, forcément, ne sont pas forcément appartenir à un endroit. Donc ça joue sur l'identité. Finalement, ils viennent, ils disent, bon, moi je suis une cours, je m'en vais après, et puis ça crée quand même, ça fragilise, il me semble, l'identité. Puis viennent des titulaires Prague et PRC, on a vu finalement qu'ils représentaient entre 16 et 30% des personnels qui souffrent, et c'est souvent le cas quand on discute, et je l'ai été, je sais cette difficulté parfois qu'il y a d'être PRCE ou Prague à l'université, d'avoir ce statut un peu intermédiaire, qui disent très souvent qu'ils sont surchargés, ils sont titulaires, c'est les seuls dans cette énorme masse que sont devenus les centres de langue, surchargés d'heures complémentaires, surchargés de tâches diverses, et ça devient un petit peu plus difficile. Et puis, quelques rares enseignants-chercheurs en poste, mais je l'ai mis en Italie, qui ont rarement fait le choix d'être en centre de langue. Il faut le dire, il faut le mentionner, c'est-à-dire que pour l'anglais, je crois que dans l'ensemble des cas, les gens qui sont les collègues profs ou maîtres de conférences qui sont en centre de langue ont fait cette démarche-là. Souvent, ce sont des gens qui ont fait des recherches en didactique des langues et qui ont fait ce travail. Parce que des gens comme Alain Casal, qui je voulais rendre hommage, ont fait ce travail au CNU de dire qu'il faut défendre la didactique des langues. Et ça, c'est important d'avoir des gens comme Alain Casal pour faire ce travail. Travail qui n'a pas été fait en allemand, travail qui n'a pas été fait en espagnol, travail qui n'a pas fait en italien ou pour les autres langues. Et du coup, quand on a des maîtres de conférences dans les centres de langue, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller dans le département prestigieux en LCE. C'est-à-dire qu'ils se sentent un petit peu en AEA, ils ne se sentent pas au bon endroit. Ils viennent là en attendant mieux. Je sais que mon propos est polémique, mais en même temps, j'ai bien peur que ce soit la réalité. Et ça crée aussi, on parlait d'identité de peur, ça crée des gens qui sont un petit peu là, mais finalement qui viennent un petit peu en pointillé. Dans certains cas, bien sûr, je ne vais pas dépeindre une image qui serait trop négative, bien sûr, de ces différents styles. On voit qu'il y a un problème. On voit bien que ça questionne aussi la chose. Qu'est-ce que ça soulève comme problème maintenant ? On voit que la pédagogie qui est préconisée, souvent, dans les centres de langue, où était préconisée, est éloignée de la pédagogie prescrite dans la formation initiale. Maurice Mouderich a annoncé qu'on allait réfléchir dans sa présentation tout à l'heure, justement aux normes européennes, si j'ai vu ta présentation, et puis en même temps ce qui va se passer dans les SP. C'est vrai que là, il y a un décalage très clair entre le concours, concours du CAPES, voire de l'agrégation, et puis finalement ce qui est demandé une fois qu'on arrive dans un centre de langue.
Et puis, alors, ici, je vous l'ai dit que j'avais interrogé deux collègues, donc je n'ai pas voulu mettre trop de verbatim, mais quand même, j'ai l'impression, c'était donc dans une directrice qui disait que ceux qui ont enseigné trop longtemps dans le secondaire ont été formatés par cette expérience du collège et du lycée et ont du mal, ont des difficultés à s'adapter finalement, à adapter leur pédagogie à un autre type de public, à un autre type de Et puis un autre avis qui m'a paru intéressant, alors là c'est les masters français langue étrangère, avec une directrice qui dit c'est le paysage du master FLE, donc le master pro pour préparer les enseignants, ça me paraît assez disparate, c'est vrai qu'on regarde les maquettes, on voit des grosses différences, et elle a ce mot que je livre tel quel, j'ai peur qu'on y ait inventé la didactique en apesanteur. C'était une jolie formule, didactique en apesanteur qu'on peut comprendre comme une didactique qui flotterait un petit peu comme ça et qui est un petit peu loin des préoccupations justement pédagogiques qui nous occupent quand on arrive dans un centre, dans un CIE. Quels sont les problèmes soulevés par la formation continue? Souvent c'est très simple, parce qu'on nous dit, toutes les directrices, on dit ça manque de temps, voire on manque de lieux pour organiser la formation continue. Souvent c'est confié à des intervenants extérieurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien comment le faire, donc parfois on va faire venir des gens avec Excel, comme ça, qui vont de 130 sens, qui vont faire sur la grammaire par exemple, ou qui vont faire ainsi de suite, et puis donc voilà. Et puis, surtout, ce qui est ressenti, alors mes collègues du CEF de aujourd'hui ont fait un vrai beau travail intéressant, en fait, pour dire est-ce que ça a correspondu à le plan de formation qu'on a mis en place. On dit oui, c'est bien, on a des universitaires qui sont venus, mais on sent qu'il y a un décalage entre leur discours et puis nos pratiques à nous. C'est-à-dire que ça ne répond pas réellement aux besoins. Alors ça, on l'entend quand même beaucoup aussi à ce genre de choses. Alors, ce constat un peu sombre, peut-être un peu polémique, on le verra tout à l'heure, en même temps m'amène à formuler un certain nombre de pistes pour penser la formation continue au centre, dans les centres de langue. Je ne pense pas qu'on puisse réellement, on verra des pistes avec Marie-Christine Derich et d'autres qui travaillent dans les SP pour voir comment la formation des enseignants va évoluer immanquablement maintenant, mais en même temps, nous, on peut faire des propositions pour la formation continue, puisque c'est là où il peut y avoir un effet. Première piste, il me semble qu'il peut être intéressant de partir des besoins tels qu'ils sont identifiés par les enseignants. C'est-à-dire ne pas être dans le discours d'imposition, il faut que, mais plutôt de dire j'essaie de voir ce qui me paraît réellement important. J'ai pris ici l'exemple du CEF de Lyon 2 où justement il y a eu cette démarche qui a été initiée par Carole Roche et Emmanuel Rousseau, où finalement, ce qui revient, vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire, l'expression orale, la phonétique, l'enseignement de la grammaire qui revient beaucoup, l'évaluation, et puis ils sont confrontés à des publics chinois maintenant, massivement, donc il y a besoin de réfléchir à des éléments interculturels qu'on n'avait peut-être pas identifiés il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas ces publics. C'est intéressant de partir des besoins identifiés, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, de partir de ces besoins tels qu'ils sont identifiés par les collègues. Deuxième piste, c'est travailler autour d'objets frontières. Je reprends l'expression à 2020. Et ces objets frontières vont nécessiter au sein d'une équipe pédagogique des alignements. Donc c'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre d'accord et petit à petit faire évoluer ces pratiques, faire évoluer ces présentations pour s'aligner plus ou moins. Encore une fois, il ne s'agit pas de marcher comme des bons petits soldats ou de penser tous de la même façon, mais je l'ai vécu, moi, au centre de langue de Lyon 2, et ça m'a paru un élément extrêmement positif et fédérateur, la mise en place du CLES. La mise en place du CLES, ça nous a obligés à réfléchir à l'évaluation. Je sais que tout le monde n'est pas forcément convaincu par le CLES, mais moi je pense que c'était une bonne évolution qui nous a obligés à les mener des retours, en tout cas, sur l'évaluation et du coup, sur la pédagogie à mettre en place, parce qu'on ne pouvait plus séparer la pédagogie, on ne pouvait plus évaluer. Si on avait la classe à la fin de l'année, on était obligé tout d'un coup de repenser un petit peu le parcours. Les tests de placement également vont être des moments, des éléments qui peuvent questionner et intéresser pas mal les collègues. Et puis aussi, ça a été mentionné, les outils. C'est-à-dire que ça peut être tout à fait intéressant de dire, bon, on a des TDI, c'était le cas aussi au centre de langue de Lyon 2, on avait un président et directeur qui était très féru de TDI, on en a eu partout.
Et puis ils sont rajoutés des tableaux blancs. Vous savez, on a fait tous rajouter des tableaux blancs, mais à l'ancienne, parce qu'on ne savait pas utiliser les DBI, et ça n'a pas été organisé, enfin la formation n'a pas été organisée. Donc du coup, c'est vrai que réfléchir à ces outils-là et savoir un petit peu comment les utiliser, ça peut être une bonne idée. Autre chose qui manque parfois assez cruellement, c'est un esprit de collégialité. Et il me semble que là, les directrices de centres de langue, de centres de ressources en langue, ont intérêt à réfléchir à cet esprit de collégialité qui, me semble-t-il, fait l'université, est à la base de l'université. C'est-à-dire, on voit comment c'est organisé parfois par le biais de plateformes sur Google ou autres, les ressources qui vont être mutualisées. Quand même aussi, là, ça crée justement, c'est une façon de créer la collégialité au sein d'une équipe. Là, le fait de réfléchir, d'aller chercher l'expertise de chacun. Et j'entendais qu'il allait y avoir des échanges, des ateliers d'échange de pratiques. Je me rappelle, c'était à la Tribute, Karl Frost est très fan de ce genre de choses-là, il a raison. On a la même chose ici à Ranaclès. Il me semble que des colloques tels que ceux de Ranaclès, tels que ceux de la Tribute, tels que ceux les différents endroits où on va tous, sont des lieux aussi de formation où on peut échanger sur ces pratiques. Et puis, je l'avais vécu en son temps avec un logiciel Virtual Cabinet qu'on avait mis en place à Lyon 2, qu'on avait conçu. Ça a été conçu en équipe et ça permet aussi de travailler, de se poser des questions et puis de passer du temps ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement formateur, fédérateur de son équipe. Enfin, si on veut maintenant réfléchir à des dispositifs de formation, on va s'appuyer sur l'analyse clinique, mettre des dispositifs de formation qui vont s'appuyer sur l'analyse clinique de sa propre pratique. Qu'est-ce que c'est ça, l'analyse clinique? Allez-vous me dire pourquoi? Alors, je sais qu'on est dans un amphi qui ressemble à un amphi de médecine, mais il ne s'agit pas de disséquer des professeurs morts, mais il s'agit plutôt de regarder ces cliniques dans le sens que Yves Clos a donné, Yves Clos, qui est un psychologue du travail, a donné à ce terme. C'est-à-dire qu'on va regarder sa propre activité, effectivement, comme un objet, on va le mettre un petit peu à distance. On va examiner comment une situation pédagogique donnée est pensée, comment elle est organisée, comment elle est évaluée. Et je vous renvoie ici alors à un courant de recherche un petit peu plus développé, je crois, du côté des sciences du langage. Ici, en tout cas, c'est le cas dans les noms que je cite, en particulier les travaux de Francine Sicurel à Paris 3, de Violaine Pigot, de Lucille Cadet, de Maud Sikansky qui interviendra demain, qu'on fait un vrai travail, encore une fois, pour comprendre comment, pour mettre en place justement des ateliers d'analyse clinique de l'activité. Je vais vous donner un exemple dans un instant pour qu'on sorte du flou. Je vais vous donner un exemple d'une recherche que je suis en train de mener. C'est une recherche que j'ai menée avec Christine Develotte au sein de l'Institut français d'éducation de Lyon, où il s'agissait ici de suivre des enseignants de langue qui sont dans le primaire ou dans le secondaire. L'hypothèse de notre travail, c'était que l'utilisation des technologies, quelles qu'elles soient, allait reconfigurer en partie les postures pédagogiques, comme on dit, on a aussi une posture énonciative des enseignants, et puis révéler, et ça on reprend cette notion à Jean-Claude Bertin, révéler, aller agir comme des révélateurs de fonctionnements ou de dysfonctionnements institutionnels. À partir de quoi, à partir de quel corpus travaille-t-on? On travaille à partir du corpus de films de classe et d'ateliers d'analyse de la pratique. Comment ça fonctionne? Alors, pour un petit peu, je vous renvoie à un appui que j'ai produit en début d'année dans Recherche didactique et qui réexplique justement comment ça fonctionne. En gros, j'ai repris des thèmes et des façons d'envisager l'activité de Deleuze, qui s'est intéressé à l'analyse filmique en son temps, dans les années 80, et donc qui regarde ce qui va se passer. Donc on place une caméra ici, et on va regarder ce qui va se passer dans le champ du regard de l'enseignant. On va regarder ce qui se passe. Donc je passe une caméra ici et je prends la foule en liesse comme ça, et donc on voit ce qui peut se passer donc d'un côté. Le contre-champ ici, ce que voient les apprenants, ce qui permet, donc on a une deuxième caméra qui est au fond, et là on voit, alors typiquement un enseignant qui est en train d'utiliser un TBI, on va voir comment le TBI est utilisé, quelles questions ça pose, comment ça contraint le discours, quelles sont les affordances qui sont ménagées par le TBI, voilà. Et puis, après,
vient le temps du hors-champ. Le hors-champ, c'est le moment justement où on va analyser en groupe les films de classe qui ont été faits, où on va regarder donc ces moments justement, et on va laisser à la personne choisir des incidents critiques, non pas critiques parce qu'ils se seraient mal passés, mais des incidents qui questionnent, qui vont lui poser des problèmes tactiques, soit au niveau de la consigne, soit au niveau de l'évaluation, soit au niveau des gestes. Hein, travaux de Marion Tellier en ce moment à Aix qui sont tout à fait intéressants là-dessus, façon de poser sa voix, façon enfin, toutes ces choses qui nous animent finalement, sur lesquelles on n'a pas toujours réfléchi à l'UFM, un peu trop vite, quand on y est passé. Juste quelques exemples ici pour illustrer. Hein. On voit par exemple, c'est presque un balai, cette collègue qui utilise le TBI, on voit comment le TBI va prolonger le corps de l'enseignant ici, dans une orchestration tout à fait intéressante. Alors, je ne vais pas plus loin, c'est juste quelques exemples pour vous montrer ce qu'on peut regarder. J'ai été frappé de voir la liberté qu'on va avoir dans le primaire. Là, il va y avoir un cours qui se fait par visioconférence avec un natif et des enfants qui vont venir en groupe, par groupe de 5, tandis que les autres sont assis et regardent et vont interagir avec un natif. Énorme liberté du primaire. Moi, j'étais surpris finalement, en comparant primaire et secondaire, de voir la liberté qu'il y avait dans le primaire et de voir combien le collège était contraint avec ses 55 minutes. Voir aussi combien les tics pouvaient provoquer des contraintes. Alors, voilà, un très bel exemple, me semble-t-il, d'une collègue, on a mis son ordinateur dans un coin et la pauvre, chaque fois qu'elle veut changer quelque chose, elle est obligée d'aller dans le coin de sa classe, ce qui, vous verrez bien que là, il y a un dysfonctionnement institutionnel qui est patent. Qui a pu penser qu'en mettant un ordinateur dans cet endroit-là, la classe pourrait se passer de manière optimale. Voilà, c'est comme les architectes qui ont construit les universités dans les années 60, certaines personnes qui voudraient vraiment aller questionner maintenant. En fait, hein. Il ne s'agit pas maintenant de questionner l'activité des enseignants au niveau de ce qui serait, moi je suis un petit peu agacé par le terme de bonne pratique. Parce que bonne pratique, ça veut dire qu'il y a des mauvaises pratiques ou des pratiques médiocres, et moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas regarder juste l'efficacité de l'action pédagogique, mais comprendre comment une posture s'inscrit dans un réseau de signification, qu'on voit bien que l'institution, vous voyez dans le cas de cette collègue qui est obligée de c'est pas de sa faute, hein, en l'occurrence, donc il y a bien une institution qui fonctionne ou qui dysfonctionne. Le regard qu'on va porter sur soi, sur soi-même, et puis surtout ce regard qui sera un regard collégial, c'est-à-dire que cette collectivité, dans un premier temps, Iflo propose d'ailleurs de se regarder une première fois tout seul, d'identifier les moments critiques qu'on a envie de montrer aux autres, et puis après, de faire jouer l'équipe, de faire jouer le groupe, hein, encore une fois, pour qu'il y ait des résonances, pour qu'on puisse réfléchir à soi-même avec le groupe. Et je reprends bon, je spécialise des technologies, donc quand j'ai vu sous la plume de Foucault dans un texte, cette technique de soi, bon, ça me paraît tout à fait intéressant, parce que ces techniques de soi, justement, passer par la médiatisation de l'image, par la médiation de son propre discours et du discours des autres, on a une chance, ça me paraît propice au développement professionnel. Ce qui m'amène doucement à ma conclusion maintenant, conclusion en 3 temps. Il me semble, je pense qu'il me semble de plus en plus crucial que les recherches en didactique et langue soient inscrites, soient au plus près des besoins des enseignants et du quotidien des enseignants, de ce qui se passe du côté des classes, de revenir un petit peu, de ramener le didacticien au cœur de la classe, ou des dispositifs de formation. Il n'y a pas que des classes, heureusement, des ateliers, choses comme ça. Et je pense qu'il semblerait intéressant de réinstaller ce cercle vertueux, de faire émerger les questions de recherche du côté des enseignants, plutôt que de répondre à des questions de chercheurs qui parfois peuvent tourner un petit peu en rond. Il me semble important de mener ce que d'autres, en particulier une collègue suisse, Jacqueline Montbaron, appelle des recherches-formations. Et ça, on peut parler un petit peu d'un projet qu'on va mettre en place avec Catherine Carlo, professeur au CEF, où en gros, justement, on va installer ces ateliers d'analyse des pratiques. Et puis, là, on veut le faire justement avec les enseignants. On va se mettre à côté et non plus en surplomb. La didactique des langues n'a pas à se mettre en surplomb en disant c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'on n'en sait rien. Et honnêtement,
effectivement, on n'a que des questions, on peut faire ce travail d'analyse, faire ce travail de proposition, il nous échoit de faire des propositions, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans une situation de surplomb, mais d'être aux côtés des enseignants. Et puis se donner les moyens, et ça c'est là où les recherches, en particulier les recherches sociocritiques que je défendais tout à l'heure, cette approche peuvent aussi faire apparaître des fameuses logiques d'imposition, donc ces discours qui nous viennent d'en haut, qu'on a parfois, on se dit bah oui, bon c'est comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi, et puis faire apparaître des logiques d'appropriation, et puis, et c'est tout le travail, encore une fois, je suis obligé de mentionner le travail d'Annie Krivas parce que son ouvrage est un objet politique. Et je pense que la recherche en didactique des langues, un colloque tel que ceux de Ranaclès, ceux du Géras, ceux de l'Aptitude, ce sont des lieux politiques également, des lieux où on peut agir à notre façon sur les institutions, sur les décideurs politiques. Et donc, il me semble qu'on a cette tâche à jouer, que ce soit au niveau du contenu des formations, on va avoir 2 jours excellents par rapport à ça, ou au niveau de la formation des enseignants. Je vous remercie de votre attention. J'ai trouvé ton tableau très intéressant. En revanche, sur la partie droite du tableau, j'ai l'impression que tu as mélangé inter, contractuel et lecteur. Je me demandais s'il n'y avait pas raison de encore subdiviser ça, parce que les statuts ne sont pas les mêmes. Et autant je suis complètement d'accord avec le fait que les vacataires affaiblissent cette espèce d'esprit de corps qu'on peut avoir dans un département de langue, autant, parce que j'en ai fait l'expérience avec l'autonomie des universités où nous avions recruté 5 contractuels qui ont été traités évidemment comme des pras de PRCE, autant les contractuels, à mon sens, viendraient peut-être renforcer justement. Autant les vacataires affaiblissent, autant peut-être que les contractuels renforcent. Ce qui n'est pas forcément le cas des acteurs qui évidemment ne peuvent pas dépasser un certain quota d'heures, et le cas des lecteurs qui eux n'ont normalement pas le droit de donner les cours de télé par exemple. Oui, la remarque est bonne, encore une fois, c'est vrai que j'ai plus regardé, en fait ce qui m'intéressait c'était vraiment le ratio titulaire et non titulaire, en fait, je suis d'accord avec toi, et en même temps, les vacataires, j'étais bluffé par des collègues qui faisaient leur boulot d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire que je ne voudrais pas dire vous êtes vacataire, donc voilà, c'est votre travail, mais c'est vrai que j'ai vu, on a un collègue qu'on aime beaucoup à Lyon 2, qui s'occupe depuis une dizaine d'années de recruter au mois d'août, vous savez, quand le moment où on ajuste les chiffres comme ça, et parfois on a vu le seul viatique de certaines personnes qui sont recrutées, c'est le fait d'être anglais ou écossais ou américain, et puis comme aime le répéter ce collègue, beggars can be choosers. En fait, ce qui pose quand même problème, parce que, bah oui, on en a vu, et ça pose quand même certains. Après, des vacataires, effectivement, des contractuels qui font un boulot et qui sont là depuis des années, et heureusement, en fait, qui font totalement partie de l'équipe. Je voulais compléter ce que tu disais, parce que le processus de recrutement des contractuels chez nous est pratiquement le même, d'après les statuts de l'université de Logien, que celui d'un recrutement de maître de conférence, donc c'était un peu bizarre d'ailleurs dans une université scientifique. En revanche, l'affaiblissement de l'équipe par l'utilisation des vacataires est double, c'est-à-dire que d'un côté, ce sont des gens qui sont censés avoir un emploi principal, donc qui ne peuvent donner qu'un nombre de cours, pas forcément plus, qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas parfois du mal à s'impliquer, certains le font très bien, d'autres moins bien, et justement, ceux qui font moins bien impliquent qu'on ne les reprenne pas, parce qu'il y a des plaintes de la part d'étudiants, etc., donc on est obligé d'avoir un turnover assez lourd, et sur un site comme Bordeaux, où il y a plusieurs universités, même si certaines ont fusionné, tout le monde se les arrache, parce qu'on a effectivement grand besoin de personnel enseignant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres actions? Oui, j'ai juste une remarque. Parlez bien fort, si j'ai bien compris. Juste une remarque au niveau de vous intéresser à l'impact des technologies sur l'enseignement. Dans les universités, il y a des politistes, des centres d'enseignement à distance qui assurent quelque part la formation et la diffusion de nouvelles pratiques pédagogiques. Et est-ce que, parce que vous avez évoqué beaucoup de personnes extérieures pour faire des formations, est-ce que les centres de langue travaillent avec ces services pour former les enseignants? Oui, mais là on le voit. Alors, je peux prendre, j'ai peur d'être anecdotique, mais je peux prendre l'exemple que je connais bien à Lyon 2. On a eu un président qui a beaucoup cru au autisme. C'était quelqu'un qui s'appelait Gilbert Puech, il avait d'autres défauts, mais en tout cas il avait cette qualité de croire beaucoup au autisme, ainsi de suite. Et donc on a eu
pendant 5-6 années. C'était à l'époque, moi, dans laquelle je faisais ma thèse, j'ai pu faire un bac chez KPN, parce que, voilà, il y avait quelqu'un qui croyait, on avait des moyens, on avait des interlocuteurs. Et puis, arrivé le président suivant, qui lui était anti-commissaire, on a aussi à un niveau national, et du coup, lui a cassé tout ce service-là, et surtout maintenant un service où on ne peut pas aller, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre rendez-vous, mais il n'y a pas de porte qu'on peut. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, ça a séché complètement les relations qu'on avait avec eux, donc j'ai l'impression qu'il y a des microclimats. Moi, j'ai travaillé très bien à Lyon 2, pour moi, c'est une des facultés phares au niveau de l'innovation avec les. Et puis, à un moment où ça a changé. Et puis, peut-être que dans 3-4 ans, on aura un nouveau président, et puis ça va. Donc, tout ça est fragile. Et je pense qu'on pourrait peut-être prendre exemple sur nos collègues belges, québécois et suisses, qui ont ici souvent des services, effectivement, qui sont à côté des enseignants, et pas qui nous disent on a un plan de formation, ça sera comme ça, mais qui vont mettre en place justement, qui vont répondre à nos besoins, vont s'ajuster, et puis qui vont apporter quelque chose de réellement. Donc, je crois que oui, c'est effectivement, si c'est, je vois par exemple des SUP qui se mettent en place dans certaines universités, ça me paraît effectivement une très bonne idée. En fait, moi je prends. Allez-y. Je parle à titre personnel parce que je suis directeur de l'autisme, du centre d'enseignement à distance de l'université de Pascal, à Clermont-Ferrand. Concrètement, en plus, on est dans les mêmes locaux que les centres de langue et le CRV. Et pour chaque dispositif, besoin de formation pour du présentiel enrichi, pour des formations hybrides, pour des formations à distance, on conçoit le dispositif ensemble, on l'évalue ensemble, on analyse les pratiques, on fait des enquêtes de besoins, et de ce fait, voilà, ça se fait assez naturellement. Il y a un nouveau levier qui est le fait que chaque université doit se doter d'un vice-président numérique. Donc je pense que ça serait très bien indiqué que les. Moi, je suis optimiste de nature. Alors, déjà, dans un premier temps, on va tous aller voir clairement ce qui se passe. Et effectivement, on voit je connais pas mal de collègues, clairement, on voit qu'il se passe effectivement des choses intéressantes. Et oui, il faut faire école, il faut venir en parler. Parce que je crois que ça peut avoir des services refermés sur eux-mêmes, qui pensent tout seuls et ainsi de suite, et qui disent aux enseignants, il faut faire comme ça. Et puis, il va y avoir des services informatiques qui vont travailler vraiment main dans la main. C'est le cas à Lille 3, c'était le cas à Lille 2, c'était le cas dans d'autres endroits où effectivement, il peut y avoir une bonne synergie entre enseignants et ingénieurs, ainsi de suite, un petit peu. On a des nouveaux métiers qui apparaissent, et l'université a beaucoup d'ingénieurs technico-pédagogiques qui sont chargés. Quand même, je pense que le plan numérique, avec toutes ses limites, apparaît quand même comme un levier institutionnel pour faire bouger un peu les. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres. Ouais. D'abord, je vais te remercier pour pas attendre. J'ai trouvé vraiment que tu as mis sur le doigt sur plein de choses sur nos questions, le CNU, qui est le CNU, le profil des différents intervenants, les vacataires, les PRCE, les difficultés, les gens qui sont en souffrance. Les enseignants-chercheurs ne font pas toujours choisi dans des centres de langue, etc. Je trouve ça très intéressant. J'estime que la politique d'intuition et l'articulation qui nous permet de mettre le doigt sur des tensions, mais aussi des tensions, dans un sens du terme. Et je voulais faire une remarque juste sur le fait que tu as montré une photo où le centre de langue de Lyon 2 paraît vide, sur la photo, et notamment dans l'espace multimédia. Mais c'est vrai que par rapport à 2002 et aujourd'hui, il y a une vraie difficulté de positionnement pour les centres de langue par rapport au multimédia, puisque aujourd'hui, les étudiants ont accès à un grand nombre de ressources en dehors du centre de langue. Donc à une époque, c'est vrai qu'ils venaient au centre de langue pour avoir accès à ces ressources. Donc je ne sais pas comment on fait pour faire revenir les étudiants via. C'est une question, hein, est-ce qu'on veut les faire revenir via le multimédia? C'est la chose. Et deuxième remarque, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est finalement s'il y a un besoin ressenti de formation par les enseignants, oui, mais qui pour assurer ces formations, cette formation continue? Il y a un vrai enjeu, me semble-t-il, sur la formation des étudiants LCE pour le coup, qui pourrait être peut-être un foyer de des chercheurs qui vont ensuite aider à faire la formation. Je ne sais pas ce que vous pensez de plus. Oui, il y a une question dans ce que tu dis par rapport à est-ce qu'il faut faire revenir c'est une photo, Annick a bien fait de le dire, c'est un instantané, mais j'ai bien fait attention de mettre le 10 novembre, je crois, à 15h, et c'était peut-être qu'à 15h05, c'est ça les dérangeants. J'ai quand même pris le soin d'aller voir les monitrices et la documentaliste, et c'est toujours un plaisir d'aller la voir pour de voir ce qui s'y passait, et ils m'ont dit, bon,
j'avoue qu'il n'y a pas grand monde cette année, et ça fait quand même 3 ans, et en même temps, on ne va pas transformer ça en bureau non plus. Hein, c'est sa question, après tout ça existe, qu'est-ce qu'on fait? Moi je crois qu'il y a une liste. Je pense qu'effectivement, c'est pas la peine d'obliger les gens à venir travailler sur des CD-ROM maintenant, on le faisait il y a 10 ans, parce que ça serait complètement idiot, hein, on est bien d'accord. Donc peut-être que maintenant, ce qu'on a besoin, c'est peut-être plus de groupes d'ateliers de conversation, peut-être d'animation, peut-être de choses qu'on ne peut pas faire en ligne, qu'on peut faire autrement. Alors, il y aura peut-être des pistes qui sont proposées par Anne Château, par exemple, moi je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être imaginées, où effectivement, peut-être ça a coûté cher. Le problème maintenant, c'est que ça coûte extrêmement cher, et que ça embête pas tout le monde, bon, maintenant on va démanteler quelque chose qui a coûté cher. Je pense que le côté dictionnaire, tout ça, il faut garder. Il y a quelque chose, il faut prendre le risque que ça peut, enfin prendre le pari que ça peut, mais c'est vrai que c'est ça l'informatique, c'est où on les repense autrement, où on y fait autre chose. Mais en l'occurrence, on ne peut pas laisser, parce que ça a coûté cher, on ne peut pas garder ça comme argument pour dire on va Après, au niveau de la formation, j'avoue que je suis vraiment curieux et je vais aller à la présentation du magazine pour voir comment les SP vont se positionner par rapport à la formation des enseignants. Je sais que le concours change, c'est tant mieux, et je suis curieux de voir. C'est-à-dire que moi, on a été heureux quand les IGFM ont été mis en place, on est heureux que les SP se mettent en place. J'espère qu'il y aura du nouveau, j'espère qu'il va se passer des choses, et on peut le souhaiter. Voilà, étant optimiste de nature, on va y croire, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de piste. J'ai oublié ta question intermédiaire, c'était Anne Château, ou l'intermédiaire? Oui, non, c'était simplement, je suis désolée, mais là je suis arrivée en retard. C'est un peu de la faute des supporters de Francfort qui ont laissé la en ce moment, mais bon, bref. Pour répondre à Linda, en fait, à l'université de Lorraine, je crois qu'Annie a étudié ça aussi à Lille, on a constaté effectivement qu'il y a une diminution des fréquentations des étudiants en matière de centre de ressources en langue depuis quelques années, mais là, on a réintroduit d'autres choses, c'est-à-dire qu'on met l'accent beaucoup plus sur l'humain et tout ce qui est atelier de conversation, atelier de pratique avec des enseignants qui viennent faire du conseil, qui viennent faire des choses différentes, tandem, mise en place de travail collaboratif, etc. Et tout ça permet de faire revenir les étudiants au centre de ressources en langue. Nous, on est en train d'exploser les chiffres cette année du point de vue de fréquentation. Et c'est évident que les étudiants ne viennent pas pour travailler sur des CD-ROM. Il y a une autre chose qui est intéressante aussi, il y a des produits qui existent qui sont des abonnements à des sites de e-learning. On peut avoir dans les centres de langue, mais les étudiants ne peuvent peut-être pas avoir chez eux. Et ça les fait venir parce qu'il y a un certain nombre de sites comme ça qui les intéressent, mais qui ne peuvent peut-être pas se payer chez eux sur leur ordinateur. Et donc ils viennent pour ça, et ils viennent surtout aussi pour le conseil, pour leur identité, c'est bien tout à fait. Là, effectivement, ce que j'ai vu, alors j'ai des collègues en face de moi du centre de langue de Lyon 2, je sais qu'il y a des ateliers de conversation qui sont mis en place, qui marchent très très bien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants européens qui viennent, et qui sont tout à fait contents de rencontrer d'autres des étudiants français. Et là, il me semble qu'il y a des choses à faire, effectivement. Et là, il n'y a pas d'enseignants. Par contre, il y a besoin d'une enseignante, parce qu'il y a Karine, je crois, qui met sa Furena, qui met ça en place. Donc, effectivement, pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait des listes, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette. Il y a beaucoup de petites choses qui sont mises en place ici et là. Et à mon avis, tu as raison, c'est les interactions. Alors, je vais dans un laboratoire, on travaille sur les interactions, donc j'y crois très fort, mais je crois que les interactions aussi, justement, entre natifs, non natifs, avec des plus ou moins guidés, ainsi de suite, on peut trouver des choses qui peuvent. Peut-être on va découvrir 20 ans plus tard l'auto-formation. C'est-à-dire que d'une autre façon, c'est le cycle, il y a des choses là, comme ça qui disparaissent et qui reviennent. En tout cas, il y a un problème financier qui se pose aussi, c'est-à-dire que vu comme c'est organisé maintenant, on voit bien que l'humain coûte cher et que l'université n'est pas toujours prête à payer justement ce coût-là. Et à préférer souvent mettre des machines en disant bon, bah, au moins, ça on a une fois qu'on l'a payé. Mais bon, il y a eu des choix comme ça qui ont été faits dans certaines universités qui étaient finales. On a eu un président d'université qui a dit il faut du tel niveau partout et ça va fonctionner, ainsi de suite. En fait, ça coûtait très cher, on avait plus de licence. Chaque fois on disait directeur, ça suffit maintenant. Non, continue, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a. Là, on parlait de logique d'imposition, c'est quelqu'un qui a décidé que c'était bien pour tout le monde, et puis dans l'objet de même si les étudiants utilisent une fois, deux fois, et arrêtent. Je voudrais juste, pour compléter, le fait que le centre soit vide, c'est pas une question mondiale, c'est aussi, tu l'as dit, un changement de projet didactique. C'est-à-dire qu'ils sont. Vous êtes revenus, si j'ai bien compris, à un enseignement présentiel
total, donc les étudiants non, pas total, mais plus renforcé. Donc évidemment, si le projet n'est pas là, le centre de langue n'a plus le même rôle à jouer et les étudiants ne font pas. Donc c'est ça aussi, c'est quels sont nos projets de formation. Je crois même que, je parlais encore une fois de voir ça en tension avec l'institution. Moi, je crois qu'on a pris un tournant. Au début, j'ai pensé d'ailleurs, en étant un optimiste indécrottable, que c'était là, pourquoi pas. On a été rattaché à la faculté des langues. Vous avez beaucoup gagné de l'archère, bon, très bien. Et puis ce qui s'est trouvé finalement, c'est qu'ils ont eu la moyen de remettre ce que ça avait été. C'était un service qui était un peu à part. J'aime bien cette expression de Daniel Coste qui disait finalement les centres de langue sont des lieux excentrés, voire excentriques. Et il disait que c'était justement ce côté excentré, voire excentrique, qui était intéressant au niveau de l'innovation pédagogique. À partir du moment où on a remis la main sur le monde 2, c'est vrai qu'on s'est rendu compte d'ailleurs que là on a fait, mes collègues m'ont raconté qu'on leur a reproché de faire trop de photocopies. Et on s'est rendu compte qu'en même temps, il y avait 30 000 € qui étaient sortis du budget du centre de langue, parce que ça génère quand même, et puis qui étaient mis pour certains cours dans la faculté des langues qui sont déficitaires, parce que certains cours fonctionnent à un niveau en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des questions institutionnelles qui sont là, et on est bien obligé de faire face. Le projet pédagogique tel qu'il avait été construit au départ, avec ces nouvelles directions-là, il est quasiment intenable, parce qu'on ne sait plus comment joindre les deux. Oui. Mathilde, oui. Oui, juste une petite chose tout à l'heure, je me disais, c'est une sorte de total, mais quand même, en parallèle avec l'image du centre de langue, je me disais qu'une autre photo qui serait bien, ce serait la salle des enseignants du centre de langue. On est dans un local d'une exiguïté mécanique, et on est à peu près, je ne sais pas, 40 euros. Donc, voilà, c'est simplement un petit peu. C'est pas anecdotique, c'est pas anecdotique. Je me disais, non, c'est pas anecdotique, mais quand on parle de l'esprit collégialité, donc il y a des tas de paramètres, et je me disais qu'il faudrait aussi rajouter ce paramètre, tout simplement physique, on n'a pas l'endroit pour travailler ensemble, et les nouvelles collègues trouvent vraiment que c'est pas correct de faire les choses ensemble dans un espace qui tout simplement je trouve. Et là, déjà, Merci Mathilde. Une petite remarque aussi peut-être pour compléter ce qu'on vient de dire avec Nicolas et avec Anne. Je pense que c'est vrai que peut-être les centres de ressources se vident, les centres de langue se vident parce que l'accès est déjà possible de chez soi. Mais une autre chose qu'on peut peut-être se poser comme question, ce serait qu'est-ce que les apprenants font avec les ressources auxquelles ils ont accès de chez eux. Et là, je pense que les centres de langue et les centres de ressources en langue ont vraiment un rôle très important à jouer pour essayer de formaliser des médiations qui peuvent être comme un entretien conseil, mais aussi comme des séances d'apprendre-apprendre pour guider ou accompagner ou faire du tutorat pour que les apprenants arrivent vraiment à s'approprier ces ressources. On va redécouvrir l'auto-formation, c'est exactement le projet d'auto-formation. Il y avait effectivement du conseil, du tutorat et ainsi de suite. On voit bien que ça, je fais un clin d'œil à Françoise Vénézière, c'est ça. Il me semble que c'est la plus-value des enseignants qui veulent jouer ce rôle-là aussi. Tout le monde n'aura pas envie de jouer ce rôle-là. Ça va être dans l'accompagnement, effectivement, dans la médiation, parce que tous les étudiants de licence, aussi, même s'ils ont un ordinateur chez eux, ils ont une connexion Internet, mais ils ont accès à plein de choses, ils ne savent pas forcément travailler avec ces ressources-là. Donc il y a voilà, effectivement, cette valeur ajoutée, elle reviendra. Judith. C'était, comme tu as fait allusion à la cour, c'était aussi les objets en tant que système. Et donc là, je pensais justement, parce que là, toutes ces questions-là, c'est aussi une question d'analyser l'air du temps que le milieu, c'est-à-dire l'air du temps, comment on gère, donc l'évolution de l'EVAL 1.0 qui était justement la première image, c'est quoi ce qu'on fait en début de l'année 2020, c'est 1.0. Aujourd'hui, on est dans le 2.0, c'est-à-dire on commence à utiliser pour les collaborations, on va vers 2.0, qui est justement le verbe des objets. Des objets qui sont qui ne sont plus liés à un lieu spécifique, mais justement utilisés avec justement,
Le fait que quand on analyse notre travail, peut-être on pourra aussi penser, et si on me s'en sortit, penser à cette évolution, justement. Non pas, c'est l'impression qu'on regrette qu'il n'y a plus d'étudiants par exemple tout ça. S'il n'y a pas, en soi, ça ne pose pas trop, mais ma question c'est justement comment on va développer, donc penser pédagogique pour l'avenir, en tenant compte de l'avenir, non pas seulement le passé. Alors, la question, je pense qu'il faudra plusieurs colloques Ranaclès pour pouvoir y répondre. C'est une question, à mon avis, qui peut nous occuper pour les années à venir, parce que c'est la question centrale. Nous battons maintenant que la LRU est passée par là, qu'il y a des politiques qui sont mises en place, qu'il y a certaines choses. Voilà, là, tout est à continuer, et la réflexion continue. Je repasse la parole à Adi, parce que je pense qu'il faut continuer sur ça. On attend pour une dernière question éventuellement, voilà, on fera la dernière. Comment on peut faire pour fédérer une équipe, notamment autour d'un projet, quand la moitié des enseignements sont assurés par des vacataires, que chaque enseignant du département est en train de gérer son équipe de vacataires, le temps manque pour la concertation. Voilà. Je n'ai absolument pas de réponse. Alors, vraiment, monsieur, j'ai la réponse. Non, je ne m'en sortirai pas par une pirouette. Là, pour le coup, c'est vraiment en termes d'organisation. C'est évident que ça ne peut pas reposer sur une personne, sur des individualités. Il faut là que la direction, qu'il y ait des moyens, qu'il y ait des lieux. Mathilde parlait effectivement de lieux, on puisse se rencontrer, de moments qui sont aménagés. Or, peut-être du temps de travail, peut-être des moments qui sont payés aussi pour les enseignants pour qu'ils viennent. Et je pense que là, il y a aussi une façon quand même d'envisager son métier quand on vient à l'université ou dans d'autres lieux de formation pour dire que oui, je suis enseignant, donc je vais me former tout au long de ma vie. En fait, d'avoir le CAPES ou la grève ou autre, ça ne suffit pas. En fait. Donc là, c'est dans cette logique-là qu'on devrait normalement s'inscrire quand on choisit ce métier. Ok, on va la faire.